je m'inscris en faux contre la déclaration de Magloire Ondoa, qu'il faut-il le rappeler, il faudrait que je vous le dise, a été mon enseignant chargé de travaux dirigés en fac, et qui est d'ailleurs mon ami. Il faudrait que je vous le dise, nous avons de très bons rapports. Magloire Ondoa n'a pas été le seul à prendre mon contre-pied, et celui du professeur Kamto. Il y a même également eu mon frère Jean Ndjoya, il y avait eu mon frère Ngala Bada, Marcelin. Mais qu'est-ce que vous constatez? Pendant que nous, on s'exprime sur le plateau des chaînes libres, où est-ce que ses collègues s'expriment? Ce n'est pas dans les chaînes du service public. C'est dans les chaînes du pouvoir. Et pourquoi n'avoir pas appelé Abba Oyono pour apporter la contradiction utile? Je vais répondre à votre question. Permettez-moi de vous dire, et c'est l'occasion. Je n'ai jamais été appelé à la PRC, à la chaîne de la PRC, pour apporter mon avis. Ils savent bien que dans le champ politique et universitaire, il y a des intellectuels du régime, ça il faut le dire. Et il y a des intellectuels iconoclastes qui n'acceptent pas être caporalisés, comme moi, Abba Oyono, pour parler de moi. Ce n'est pas des médias indépendants là-bas. Pour une raison très simple. Il y a une question d'actualité qui s'était posée, brûlante, où carrément un ministre dit que ce n'est pas la Cour suprême qui doit lui dicter la conduite à tenir. J'ai personnellement appelé le DG de la CRTV pour lui dire que je voudrais apporter la contradiction utile, éclairer les citoyens dans le cadre de l'émission Actualité Hebdo. Je vous assure que la réponse que j'ai reçue du DG de la CRTV m'a laissé pantois. Voilà ce qu'il me dit. Professeur Abba Oyono, vous savez ce que c'est que la CRTV? Je lui dis oui, c'est la chaîne, le service public, la chaîne de nos impôts. Il me dit non. Vous savez qu'à la CRTV, il y a certaines opinions qu'on ne tient pas. Et votre profil scientifique ne cadre pas avec la CRTV. C'était donc tout simplement pour vous dire que s'il vous plaît, Duval, j'ai dit la fois dernière ici que pour moi il s'agissait d'une diversion, cette question. Je ne voudrais pas en revenir là-dessus. Pour ne pas en rajouter à la situation pittoresque dans laquelle se retrouvent les universitaires par la manipulation du pouvoir. Ça n'a pas été facile, hein. Imaginez les années où j'ai terminé ma thèse, il y a plus de 30 ans, bientôt 30 ans. J'ai chômé dans ce pays pendant plus d'1 an. Donc ce pays est gâté depuis. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il a fallu que le ministre Agbor Tabi, ministre de l'enseignement supérieur, tape du poing sur la table pour qu'on me recrute. Parce qu'il avait constaté qu'on prenait des assistants à l'université avec des DA, alors qu'Abba Oyono avait un doctorat français. Voilà comment je me retrouve à l'université de Ngaoundéré, au moment où Maurice Kamto part de là. Et au moment de la révision de la Constitution de 1996, vous allez comprendre pourquoi j'établis le parallèle, nous étions les deux à traiter de ce thème. Parce que dans chaque chef-lieu de région, il fallait célébrer cette mutation de la justice, pendant que moi j'en parlais à Ngaoundéré. Maurice Kamto en parlait à Yaoundé. Et je me souviens, j'ai un pincement dans le cœur en pensant à l'un des journalistes qui m'avait découvert à cette époque et qui est aujourd'hui décédé. Donc, paix à son âme. Alors, pour rentrer tout droit dans la question, quelles sont les innovations qui ont été apportées par la Constitution? Toute la dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant, c'est-à-dire tout ce processus de formation, de réformation des textes constitutionnels, n'avait pas consacré un statut de pouvoir à la justice. La justice est devenue, à partir de la révision de 1996, un pouvoir d'État, au même titre que l'exécutif et le législatif. Je vais vous surprendre. Il faut avouer que ce sont les autorités exécutives qui sont championnes, passées maîtresses dans l'art de bafouer les dispositions de la Constitution. Et je vous prends un cas concret dans lequel j'indexe le président de la République. Au début des années 2000, la Constitution étant déjà
révisé et où il est clairement dit que c'est le Conseil constitutionnel qui déclare, qui proclame les résultats des élections législatives, c'est-à-dire que c'est lui qui confère la qualité de député. Le législateur a pris une loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale dans laquelle on a institué la procédure de validation des mandats. C'est-à-dire que en début de chaque législature, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui est le patron administratif, convoque les députés déjà conférés par le Conseil constitutionnel à l'effet de présenter encore un certain nombre de pièces qui conditionnent l'accès à un statut de député. Donc, cette disposition de la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été portée à l'appréciation du Conseil constitutionnel, qui au moins, s'il vous plaît, ce n'est pas le Conseil constitutionnel actuel, parce que pour que le Conseil constitutionnel actuel fonctionne, il a fallu plus de 20 ans, à cause de l'inertie présidentielle. À l'époque, c'était la Cour suprême, statuant en lui et président du Conseil constitutionnel, qui avait déclaré cette loi non conforme à la Constitution. Et l'article 50 de la Constitution est très clair. Une disposition déclarée non conforme à la Constitution ne saurait être promulguée ni appliquée. Malheureusement, le président de la République a promulgué cette loi. Donc vous voyez... Puisque vous parlez du Conseil constitutionnel, je voudrais avoir votre avis sur une modification ou un amendement qui est intervenu en avril 2008. Le Conseil constitutionnel, avant, dans la Constitution du 10 janvier 1996, notamment dans son article 51, indiquait qu'il est composé de 11 membres, désignés pour un mandat de 9 ans, oui, non renouvelable. Oui. En avril 2008, il a intervenu un amendement. Désormais, les 11 membres du Conseil constitutionnel sont désignés pour un mandat de 6 ans renouvelable. Pour vous, cet amendement-là renforce les pouvoirs du Conseil constitutionnel ou le fragilise, ou le phagocyte? Non, cet amendement n'apporte strictement rien quant au renforcement ou alors la fragilisation du mandat des membres du Conseil constitutionnel. On ne peut apprécier l'efficience des membres du Conseil constitutionnel que sur un plan fonctionnel, pas sur un plan statique qu'est le mandat. En 1 an, 2 ans, une juridiction constitutionnelle peut imprimer une jurisprudence constitutionnelle, comme on le voit dans les pays d'Afrique de l'Ouest, des traditions, des pays qui ont une très forte tradition d'état de droit, dont la question du mandat et autres et tout ne pose pas de problème. Mais pour revenir à la discussion initiale, la controverse, parce que vous avez failli m'interrompre, vous voyez que le président de la République est le premier fossoyeur de l'état de droit. La Constitution lui interdit formellement de promulguer une disposition non conforme à la Constitution et de l'appliquer. Mais cette procédure de validation des mandats est toujours en cours. Donc c'est donc pour vous dire, s'il vous plaît, qu'à cette époque, le la Cour suprême statuant et lui en place du Conseil constitutionnel avait fait son travail. Mais c'est le président de la République qui ne veut pas donner un sens à l'état de droit. Does that mean the principle of separation of power is practically on paper? Je ne le dirais pas. L'état de droit chez nous est à éclipse. C'est-à-dire, il y a des moments où il est réalisé, il y a des moments où il n'est pas réalisé. Mais en tout état de cause, l'état de droit miné n'est pas le fait des juridictions, encore moins dans une certaine proportion de l'Assemblée nationale, mais des autorités exécutives. Parce qu'on ne comprend pas que les textes disent une chose, mais que ces autorités appliquent autre chose. Voilà le véritable problème qu'on a au niveau de l'état de droit. Donner un sens aux dispositions constitutionnelles, législatives ou des textes réglementaires, voire contractuels, est un sérieux problème. Vous verrez même que parfois, même en matière de justice administrative, les juridictions administratives décident, mais carrément des ministres, vous voyez ce qui se passe avec le ministre des Domaines, en matière foncière. On accorde un succès exécution. Sa décision portant annulation d'un titre foncier, retrait d'un titre foncier est annulée par le juge administratif, mais carrément il prend une autre en demandant au conservateur foncier de faire comme si de rien n'était. Donc, pour me résumer, l'état de droit est miné par le fait des autorités administratives. Et nous verrons, certainement dans les développements ultérieurs, que cela arrive parce que nous avons un sérieux problème de culture juridique et politique.
Et vous verrez que c'est l'environnement politique dans lequel nous baignons qui donne libre cours à ce genre de dérive. And the question some Cameroonians will ask now, Julien, 1 second, is that are some people above the law in Cameroon? Are some people above the law? Because it looks like the president of the republic, some government authorities seem to be above the law somehow. Bon, disons qu'effectivement, c'est une situation regrettable, parce qu'il ne s'agit même pas d'une impression, il ne s'agit pas d'une, c'est une réalité. Les textes juridiques partant de la Constitution, des instruments normatifs internationaux qui sont reçus dans l'ordre interne, les lois, les actes administratifs unilatéraux ou contractuels sont vraiment mis à mal par des autorités administratives. Je prends un exemple très concret. Très concret. La loi dit que voilà, c'est telle ou telle institution qui règle des questions électorales. Mais vous voyez le jeu auquel le ministre de l'administration territoriale se livre. L'article 80 du Code électoral, que la loi de 2012, avril, fait obligation au directeur général de l'ECAM de publier la liste électorale nationale. Mais il ne le fait pas au vu et au su de tout le monde. C'est donc pour vous dire que, s'il vous plaît, l'état de droit chez nous pose un sérieux problème. Le Cameroun est malade de ses hommes. Et pourquoi? Tout simplement parce que la politique prend le pas sur le droit. C'est justement la raison pour laquelle il faut avancer avec une nouvelle gouvernance. Parce que vous avez une certaine culture politique qui s'est incrustée, qui amène à penser que certaines autorités sont au-dessus de la loi. Prof, pour revenir sur la publication de 1996, vous dites, je cite, « La vérité historique impose que l'on rappelle que les maîtres mots de la méthode managériale du président Paul Biya ont toujours oscillé entre rigueur dans la gestion, moralisation des comportements et démocratisation de la vie politique. » Fin de citation. 25 ans après, vous maintenez la même déclaration ou alors quelque chose a changé? Non. S'il vous plaît. Voilà, il faut bien situer le contexte, parce que vous prenez un bout de phrase. Je rappelle simplement son discours politique. Mais à l'épreuve des faits, si vous nous donnez l'occasion, on va démontrer qu'il y a un très gros décalage. Ce que je me fais comprendre. Ça, c'était le discours politique qui ne cadre pas forcément à l'heure actuelle, si on évalue sa politique avec les faits. Cette publication a été faite dans le cadre de la révision de la Constitution de 1996. Et il fallait accoler au discours politique la règle de droit, novatrice, nouvelle. Mais on se rend compte au fil du temps que ce n'est pas tellement ça. Et je pense que vous nous donnez l'occasion de revenir là-dessus et de développer la question. Ça, c'était sur les publications, quelques-unes des publications, des travaux que vous avez réalisés. On vous a vu tout feu, tout flamme, on va dire, hein, il y a quelques semaines sur la question autour de... ce n'est pas pour revenir forcément sur la question, mais c'est qu'il y a eu d'autres développements. La question du mandat impératif, d'ailleurs, vous avez semblé soulever la question tout à l'heure en parlant de la validation des mandats, entre autres. Et le débat s'est poursuivi. Vous avez certainement suivi, n'est-ce pas, cette émission qui a fait du bruit sur la chaîne de télévision de la présidence de la République, où un éminent juriste a pris la parole sur la question. Je veux citer le professeur Mangloa-Ondoa, qui a fait un certain nombre de déclarations. On a eu le sentiment qu'il vous répondait, puisque vous aviez fait une sortie un peu avant pour faire ressortir justement la question de l'inadéquation entre certains articles de la Constitution, d'une part, puis entre certains articles de la Constitution et d'autres concernant le Code électoral. Je prends un exemple. Il a dit, par exemple, qu'il n'y a pas de contradiction entre ces articles. Ça, c'est une déclaration. La deuxième chose qu'il a dite, c'est que peut-être qu'il faudrait d'abord répondre sur cet élément avant de revenir sur une autre déclaration qu'il a faite au cours de cette émission. Est-ce que vous maintenez
qu'il y a effectivement inadéquation entre certains articles, qu'il y a des contradictions entre les articles de la Constitution. Si c'est le cas, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Puisqu'on sait justement que, en dehors de l'adoption et de la promulgation de la loi, il y a une institution, le Conseil constitutionnel, qui est justement chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois. Très bien, Duval. Je veux au-delà de la simple impression que vous évoquez. J'ai eu la conviction que Magloire on doit s'adresser à moi. Parce qu'il a dit ceci exactement. Il y en a qui veulent se voir, qui veulent se faire voir, et qui veulent se vendre, se mettre en évidence. Vous savez, Duval, ce que je veux dire, je ne voudrais pas en rajouter au psychodrame que vivent les universitaires. Je m'inscris en faux contre la déclaration de Magloire Ondoa, qu'il faut-il le rappeler, il faudrait que je vous le dise, a été mon enseignant chargé de travaux dirigés en fac, et qui est d'ailleurs mon ami. Il faudrait que je vous le dise, nous avons de très bons rapports. Magloire Ondoa n'a pas été le seul à prendre mon contre-pied, et celui du professeur Kamto. Il y a même également eu mon frère Jean Ndjoya, il y avait mon frère Ngala Bada, Marcelin. Mais qu'est-ce que vous constatez? Pendant que nous, on s'exprime sur le plateau des chaînes libres, où est-ce que ses collègues s'expriment? Ce n'est pas dans les chaînes du service public. C'est dans les chaînes du pouvoir. Et pourquoi n'avoir pas appelé Abaoyono pour apporter la contradiction utile? Je vais répondre à votre question. Permettez-moi de vous dire, et c'est l'occasion. Je n'ai jamais été appelé à la PRC, la chaîne de la PRC, pour apporter mon avis. Ils savent bien que dans le champ politique et universitaire, il y a des intellectuels du régime, ça il faut le dire. Et il y a des intellectuels iconoclastes qui n'acceptent pas être caporalisés, comme moi, à Baoyono, pour parler de moi. Ce n'est pas des médias indépendants là-bas. Pour une raison très simple. Il y a une question d'actualité qui s'était posée, brûlante, où carrément un ministre dit que ce n'est pas la Cour suprême qui doit lui dicter la conduite à tenir. J'ai personnellement appelé le DG de la CRTV pour lui dire que je voudrais apporter la contradiction utile, éclairer les citoyens dans le cadre de l'émission Actualité Hebdo. Je vous assure que la réponse que j'ai reçue du DG de la CRTV m'a laissé pantois. Voilà ce qu'il me dit. Professeur Abaoyono, vous savez ce que c'est que la CRTV? Je lui dis oui, c'est la chaîne, le service public, la chaîne de nos impôts. Il me dit non. Vous savez qu'à la CRTV, il y a certaines opinions qu'on ne tient pas. Et votre profil scientifique ne cadre pas avec la CRTV. C'était donc tout simplement pour vous dire que s'il vous plaît, Duval, j'ai dit la fois dernière ici que pour moi il s'agissait d'une diversion, cette question. Je ne voudrais pas en revenir là-dessus. Pour ne pas en rajouter à la situation pittoresque dans laquelle se retrouvent les universitaires par la manipulation du pouvoir. Néanmoins, je vous donne un argument décisif qui contredit ce que dit Ondoa Magloire et les autres. L'article 121 du Code électoral, quelle est sa quintessence? Ne peut être éligible qu'un candidat dont le parti est représenté à l'Assemblée nationale. C'est ce que dit là. On est d'accord là-dessus. À l'Assemblée nationale. Voilà, à l'Assemblée nationale. Non. C'est-à-dire un parti politique qui a des élus. Ça veut donc tout simplement dire qu'il discrimine. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ne peut pas être éligible le candidat dont le parti n'est pas représenté à l'Assemblée. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Allons-y. Voilà ce que dit la Constitution. Il faudrait qu'on soit clair, qu'on démontre aux Camerounais que les universitaires ne devraient pas être laissés manipuler par le pouvoir. Moi, j'accepte et j'assume ma posture d'intellectuel engagé.
qui ne jouent pas le jeu du pouvoir. Je comprends mes collègues. Ils sont dans le moule républicain. Ils ont un certain nombre d'intérêts à défendre. Pourquoi est-ce que ces forces soupçons pèsent sur eux? Tout simplement parce que vous voyez, ces médias-là n'appellent jamais des intellectuels qui ne sont pas venants ni convenants. Pourquoi est-ce que je suis à la vérité en face à tout moment, ad mutum? Parce que vous êtes simplement une chaîne indépendante. Non, je vous ai dit tout à l'heure que le DG de la CATV m'a dit que mon profil n'était pas compatible avec la CATV qui est le tam-tam du pouvoir. Ça, je le dis clairement. Alors, pour ne pas perdre le fil, je n'ai pas perdu le fil. Okay. Voilà ce que dit la Constitution. En résumé, je dis clairement que la loi ne peut pas restreindre ce que la Constitution a opéré comme ouverture. La Constitution fixe des ouvertures et le législateur vient restreindre. Il y a une constitutionnalité. Pourquoi? Voilà ce que dit la Constitution. Les citoyens ont des droits inaliénables et sacrés. C'est inscrit noir sur blanc. Qu'est-ce que ça veut dire des droits inaliénables et sacrés? Qu'on ne peut y déroger. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Quand on dit qu'un droit est inaliénable et sacré, ça veut dire qu'on ne peut y toucher. Je continue. C'est la même Constitution qui dispose que les citoyens sont égaux en droit. Oui. En droit. Oui. D'où vient-il donc que la loi discrimine en disant que tel candidat peut être éligible parce que son parti est représenté à l'Assemblée nationale et celui-là n'est pas éligible? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une distorsion? Ça ne fait pas sérieux. Je dis bien que la loi ne peut pas restreindre les ouvertures fixées par le constituant. Et s'il vous plaît, c'est le même constituant qui dit, la même constitution qui dispose dans le préambule, in fine, que l'État garantit à tous les citoyens l'ensemble de ses droits. C'est la même constitution qui fixe deux principes cardinaux. La liberté et la sécurité juridique. C'est inscrit dans la Constitution. Égalité des droits inaliénables et sacrés. On sécurise donc les droits des individus. Mais quand on va inscrire, quand on va lire l'article 121 du Code électoral, on comprend qu'il y a une restriction. Il se pose là un véritable problème de légistique. Il s'agit d'un véritable problème de légistique. Et s'il vous plaît, Duval, permettez qu'on y aille. Le problème n'est pas nouveau en droit camerounais. J'interpelle à ce propos les femmes. La Constitution dispose que tous les hommes sont égaux en droit et en devoir. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, madame? Tout à fait. Mais vous verrez dans l'ordonnance de 81, du 29 juin, l'homme a le droit d'être polygame. Par contre, la femme est confinée à la fidélité exclusive. Il y a rupture d'égalité des droits. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors, quand le constituant français institue l'égalité des droits, c'est la raison pour laquelle, dans la loi sur le mariage, il a prescrit la monogamie. Dans notre système juridique, pour que nous soyons conformes avec la Constitution, si l'on concède à l'homme la polygamie, que l'on concède également à la femme la polyandrie. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc c'est pour vous dire qu'on peut multiplier des exemples à l'envi. Mais pourquoi est-ce que ce problème perdure? Ce problème perdure parce que le Conseil constitutionnel ne fait pas son travail. Si le Conseil constitutionnel faisait son travail, on serait déjà une phase de nettoyage systématique de l'ordre législatif pour le mettre en conformité avec la Constitution. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore là. Et le Conseil constitutionnel ne le fait pas. Pourquoi? Parce que le contexte politique ne s'y prête pas. La politique prend le pas sur le droit. Voilà pourquoi nous arrivons à cette disharmonie juridique. I want to clarify something, Prof. There is the individual and there is the political party. The political party can only present a candidate according to the electoral law if it has elected officials within its ranks, either at the National Assembly, at the level of the regional councils, the municipal councils, and so on. And then there is the individual. If we take the case of the CRM, for example, there is a CRM party
that should have elected officials to be able to present a candidate. And then there is the individual called Professor Kamto, whose right to be candidate is not hindered by the fact that his party cannot present a candidacy because he has two other options. He has the option of independent candidacy, collecting the 300 signatures in the 10 regions of the country. He has another option of maybe being presented by another political party. So here, I wanted to clarify this, is when we look at what the law is saying about the party and the individual, where is the individual's right not given to him, or better still trampled upon? Alors, je ne sais pas pourquoi vous voulez absolument, selon la loi électorale, le candidat a 3 options. C'est de la candidature indépendante, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est de la présentation de la candidature par un parti politique. Ainsi que la 3e. Je ne sais pas pourquoi, et vous savez, c'est le pouvoir en place, et on va en venir le moment venu, qui a largué ce ballon d'essai là. Qui a largué ce ballon d'essai en disant que parce que Maurice Kamto n'a pas été aux élections de 2020, il ne peut pas participer aux prochaines échéances présidentielles. Je reviens toujours à la Constitution qui dispose clairement que nul ne peut, les individus, parlez des individus, nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Je l'ai toujours dit, que l'on m'excipe la loi qui dispose clairement que pour n'avoir pas participé aux échéances électorales de 2020, vous ne pouvez pas présenter votre candidature. C'est inscrit où? Deuxièmement, allons-y. L'article 15 alinéa 2 de la Constitution dit clairement que le député représente l'ensemble de la nation. L'article 20 dit que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Et l'article 57 dit que les départements et les chefferies traditionnelles représentent quelle institution? Est-ce que vous avez lu le texte? Donc, nulle part, s'il vous plaît, le constituant n'a parlé de représentation partisane, comme le fait l'article 121.2 de la loi électorale. Je mets quiconque au défi de me parler de représentation partisane. C'est pour ça que je vous dis que vraiment c'est un faux débat. On en a largement parlé ici. On ne va pas revenir là-dessus, petit frère. Considérez-le moi. Donc, le moment venu, lorsqu'on va évoluer, vous allez comprendre pourquoi on a peur de celui pour qui ce débat a été jeté sur la place publique. On va en revenir. Alors, je voudrais qu'on évoque quelques sujets d'actualité. En début d'émission, j'ai parlé par exemple de cette rupture annoncée entre le RDPC et le Septentrion. J'ai parlé de cette autre rupture initiée par des élites du Sud qui estiment que c'est trop. Je voudrais qu'on revienne là-dessus. Mais avant cela, je voudrais balayer rapidement avec vous un autre sujet en rapport avec votre engagement politique. Justement, on vous a vu aux côtés de Maurice Kamto, président national du MRC à Paris. Il semble que pour beaucoup, c'était d'ailleurs une surprise, puisqu'au lendemain de votre apparition en public aux côtés de Maurice Kamto, il y a eu par exemple la sortie du groupe de Douala qui visiblement, surpris, a décidé, du moins une partie de ce groupe, de vous exclure. Alors la question, c'est sur votre engagement politique. Qu'est-ce qui vous décide à franchir le pas, de passer à l'intellectuel qu'on vous connaissait, à un intellectuel engagé? Très bien. Donnez-moi le temps de répondre à votre question. Au plan historique, parce que vous voyez, pour comprendre le présent, il faut rentrer dans l'histoire.